Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur ce 26e live. Nous avons encore plein de choses à nous dire avec un GG en grande forme, vous allez voir. Je vois que vous êtes déjà tous au rendez-vous. Merci de votre fidélité. Ça fait plaisir avec euh, Henriette, une revenante, Thierry, Pascal, Pat, Guillaume, Sandrine, bonsoir Sandrine, Fabrice, salut Fabrice, Gérard, Ida, tout le monde est là, pas de souci. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 1er avril où on a le droit à à un petit image d'ailleurs qu'on va regarder tout de suite pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Tac, il faut que j'aille sur là, ici, voilà, notre petit poisson d'avril du jour, bien agréable, de la part de JP qui m'a envoyé ça hier soir. Donc, merci à lui pour ce montage vraiment excellent. Ça fait plaisir, mais c'est pas encore, je vous rassure, c'est pas encore le cas. On n'a pas été malheureusement ou heureusement peut-être parce que je sais pas comment ça pourrait se passer dans les pays qataris. C'est jamais, c'est pas une population qui est si simple que ça à gérer du fait du côté financier. Donc voilà. J'en profite pour aussi remercier Aïda parce que je vois qu'elle est en ligne ce soir. Enfin, j'essaye de le faire à chaque fois. Voilà. Donc Aïda qui fait les flyers et encore une fois, elle manque pas d'imagination parce qu'elle progresse de live en live en créant de l'animation. Donc merci beaucoup Aïda. Merci pour le travail que tu fais et non seulement pour les lives, hein, parce que c'est Aïda, elle travaille beaucoup, elle travaille pour la communication à la fédération et tous les postes que vous pouvez voir, toute la communication, que ce soit dans le cadre de la formation, dans le cadre du haut niveau, dans le cadre du développement, dans le cadre de la fédération, dans le cadre du CNB et autres, c'est elle qui fait tout, donc elle est prise au quotidien. On ne chôme pas pendant ce confinement. Hein. On vous rassure, on travaille beaucoup dans les perspectives de réouverture. Bah, malheureusement, il va falloir encore patienter un petit peu, j'espère. Vivement qu'on soit de plus en plus vaccinés. Voilà, on en profite aussi pour faire pas mal de visio et une petite annonce pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc en 2022, on va organiser les championnats d'Europe jeunes, donc à Wittelsheim. On va organiser aussi, donc ça s'est fait cette semaine-là, les championnats d'Europe senior dames et les championnats d'Europe senior hommes en 2023. Et tout ça à Wittelsheim. Voilà, donc de grandes nouvelles en perspective et puis on va tout faire pour ramener un maximum de médailles. Je vois que JP est arrivé, donc merci JP pour cette superbe surprise et pour ton imagination débordante. C'est toujours agréable. Merci à toi. Je vais accueillir mon ami GG. Voilà, qui va vous faire une petite surprise. Et Voilà, bonjour à tout le monde. il est tout Alors, beau, il est tout beau. je vous explique le problème. Vous voyez, je me suis déguisé en œuf de Pâques hein, parce que c'est l'époque. Mais hier, j'ai été opéré d'un truc à la tempe et donc j'ai un bandage de protection et je me suis dit qu'un petit ruban, ça serait sympa. Eh Voilà, c'est la ben, petite blague du 1er avril qui est moins bonne que celle de JP, mais voilà. ouais, eh ben tu devrais le garder pour tous les lives parce que ça va Ouais, bien super sûr. bien. Voilà, c'était juste pour commencer, hein. Et vous voyez, ça, par contre, c'est pas une blague. Voilà, donc j'espère que tu vas bien. Tu t'es fait opérer hier, c'est ça? Ouais, hier après-midi. Donc, c'est D'accord, donc encore un petit c'était peu douloureux. bon. Bah, Ça tient tant mieux, plus. j'espère que ça va, c'est un mal pour un bien. Et Ouais.
et je te vois bien portant, c'est le principal, parce que sans toi, je ne sais pas ce que je pourrais devenir. Et Ah, vous me donnez tous la pêche, hein, toi le avec, premier, et puis avec, tout le monde. avec tout ce que tu nous apportes avec ta science. Donc aujourd'hui, on va parler. C'est une thématique. J'ai l'impression que c'est une thématique qui tient à cœur à GG. Ouais. Parce que moi j'étais parti un peu sur autre chose tout en restant dans le domaine de l'environnement parce que là on est dans le domaine de l'environnement et plus spécifiquement sur les villages et GG on a fait la remarque il m'a dit il faut absolument qu'on parle de ça donc c'est un peu son bébé GG donc ce soir je vais me taire je vais le laisser parler voilà ça lui apprendra non j'interviendrai quand même un petit peu et puis, donc, on va aborder cette histoire d'angle d'attaque. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu, en fait, un petit rappel, tout ce qui concerne les villages, donc la base, la théorie des villages avec les ratios, les villages longs, les courts, les médias, donc les volumes, les différentes distances. Ensuite, on a pu voir ensemble, vous avez appris à un peu tout ce qui est la partie boule d'essai et comment jouer sur des pistes à zéro en fonction, avec notamment le chiffre 31, donc un petit rappel, longueur du village, moins 31, ça vous donne un point de sortie, un repère à la sortie du village. Et avec divers vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous encourage à revoir ce live qui est très, très riche en vidéos, parce qu'il y a beaucoup de vidéos de pros de joueurs et de joueuses qui jouent sur différentes lignes de jeu. Alors, je rappelle que c'est des pistes à zéro. Hein. Et on a fait aussi un live où on vous expliquait l'évolution du village. Et là, avant d'aborder effectivement comment on va pouvoir modifier sa réaction de boule pour pouvoir s'adapter, quels sont les éléments d'adaptation à la piste et notamment avec les paramètres d'adaptation qu'on verra notamment sur la vitesse, les différentes lignes de jeu, etc., etc. GG me faisait la remarque qu'avant, il fallait qu'on comprenne effectivement l'histoire des angles d'attaque et l'histoire des trois phases de réaction de boule. Il y en a certains qui l'ont déjà vu parce qu'on l'a déjà présenté sur les premiers lives. Et puis, il y en a qui, dans le cadre de la formation, donc là, je pense à Claude, je pense à Henriette, je pense à Philippe aussi qui connaît tout ça. Dominique de Nolf est avec nous pour représenter la Belgique. Salut Dominique. Donc, qui connaît certainement aussi. Jean-Marc aussi, je vois qu'il est arrivé, Jean-Marc Léon, qui connaît aussi tout ça. Mais un petit rappel, ça fait pas de mal. Mireille, que je salue. Karen, qui est aussi parmi nous maintenant, qui fait un retour dans le bowling. Voilà, donc voilà au menu. Et puis, on va commencer tout de suite. Donc, je vais mettre en mode présentation. Voilà. Alors, l'idée, c'est déjà, à quoi ça sert de faire tourner la boule? Je dis ça parce qu'un jour, il y avait un jeune qui m'a dit, mais faire tourner la boule, c'est bien, mais je serai plus régulier et peut-être je ferai plus de strike si je lancerai tout droit sur la quille une. Au moins, je serai sûr de toucher la quille une à chaque fois et peut-être faire plus de strike. Mais ça se passe pas tout à fait comme ça. Et donc, on a décidé de vous montrer quelques vidéos où vous allez mieux comprendre, mieux voir en fait en quoi il est important que la boule rentre non pas tout droit dans la poche, mais un peu sur le côté et avec un angle qui va être plus ou moins différent pour optimiser la réussite de faire tomber les déquilles, donc de faire strike. Là, on va vous laisser en fait une petite vidéo que vous pourrez voir en entier parce qu'on a fait un découpage de la vidéo parce que sinon elle est trop longue. Donc, on mettra la présentation, bien entendu. Donc ça, c'est encore Aïda qui s'occupe de ça en téléchargement. Et donc, pour ceux qui veulent prendre une photo ou ceux qui veulent noter, mais vous l'aurez, vous pourrez télécharger. Voilà. Donc là, ça va vous montrer les différents angles d'attaque et notamment avec un japonais qui utilise une rampe pour faire entrer la boule dans les quilles. C'est comme ça que l'USBC d'ailleurs, ils ont une machine exprès où la boule en fait elle descend d'une rampe et ils peuvent tester les boules et les quilles. En tout cas, ils peuvent les homologuer. C'est un des moyens de les homologuer. Alors, on va entamer
la première vidéo. Voilà. Donc là, on a ce fameux joueur pro, c'est un joueur japonais, un joueur pro qui fait la démonstration et qui montre que, bah voilà, quand je fais tourner la boule, et là on voit les différentes réactions. On y reviendra un peu plus tard dans les prochains lives, notamment sur les modifications de vitesse de boule et autres. Et là, on voit l'impact de la boule dans les quilles, donc dans la poche. Donc là, il vous montre les paramètres au niveau des centimètres, ce que ça représente. Donc la boule, elle rentre dans la poche et bah, elle a un certain trajet. Et donc les quilles font tomber les autres quilles. On y reviendra. Hein. Voilà, je vais remettre là ici le trajet. Alors là, en fait, la boule elle descend sur une rampe. Hein. Vous voyez, ils ont avancé les quilles. Ils ont fait un pin deck avant le pin deck. Et la boule, elle vient, elle descend sur une rampe suivant un certain angle d'attaque. Donc, il n'y a pas de rotation à proprement parler. Hein. Ouais. Donc là, on voit bien donc là, c'est pour un droitier. Hein. La quille 1 vient toucher la quille 2, qui vient elle-même toucher la quille 4, qui elle-même va toucher la quille 7. Et la boule va continuer, qui va toucher la quille 3. Et en fait, assez souvent pour les droitiers, alors pour les gauchers, bon, faut bien entendu inverser, on a assez souvent des soucis avec la quille 10 qui reste. Et on va s'apercevoir que là, la quille 3, la boule touche la quille 3 sur un certain angle. Et là, c'est pratiquement le strike parfait parce que la quille 3 vient toucher la quille 6 vraiment pleine, qui elle-même va toucher la quille 10 vraiment pleine. Voilà. Et la boule continue sa trajectoire, la 5 fait tomber la 8, et puis la boule finit sur la quille, là, finit à gauche de la quille 9, mais voilà. Voilà. Une deuxième petite vidéo, on va voir les différents impacts. Et donc, cette vidéo, elle est intéressante. Ça montre, ça va montrer ce que me disait le jeune de jouer droit. Et donc, la problématique, c'est que si la boule, elle arrive droite sur la quille 1, et ben, généralement, on va laisser le fameux grand split. Big Four. Qu'on appelle the Big Four. Voilà, la boule, elle traverse et il reste 2 quilles de chaque côté. Voilà. Et quand on revient dessus, en fait, on s'aperçoit que l'impact ici sur la quille 2 et la quille 3, en fait, il est très mauvais. Bon, après, ça semble comme ça évident, mais vous voyez bien que l'impact sur la quille 3 ne peut pas permettre de toucher la quille 6 et de l'autre côté, la quille 4. Et donc, obligatoirement, bah, cette quille-là va rester, les quilles 4 et 6 vont rester. Et par conséquent, comme c'est elles qui font tomber les quilles 7 et 10, bah, elles vont rester aussi également. Donc, l'endroit où va être tapé pour un droitier la quille 3 va avoir une incidence sur la quille 6 qui elle-même va avoir une incidence qui va être augmentée sur la quille 10. C'est comme ça qu'on laisse la quille 10. Autre expérience, c'est la boule qui est jouée et qui va toucher la quille 2 et la quille 3. Bon, d'abord la quille 3, mais pleine sur une trajectoire droite. Donc d'abord la quille 3. Et donc là, bah, bien entendu, on va laisser des quilles de gauche. Et même chose sur la quille 2, où on va laisser des quilles de droite. Voilà. Et donc, voilà pourquoi, en fait, on n'optimise pas la réussite de la scorabilité et donc, par conséquent, du strike en jouant droit, qu'il faut obligatoirement un angle d'attaque. Je te laisse commenter Si tu veux. la diapo, GG. Donc, un angle d'attaque, c'est bien, mais le seul moyen pour créer un angle d'attaque, c'est justement de faire tourner la boule, hein, de lui faire avoir une trajectoire qui n'est pas rectiligne. Si elle devait rester rectiligne, vous voyez que pour atteindre un angle optimum de 6 degrés,
il faudrait lancer la boule 2 pistes à droite de votre piste de jeu. Donc, on est bien obligé d'imprimer des rotations à la boule pour qu'elle ait un crochet, hein, et puis qu'elle ait un angle d'attaque entre 2 et 6 degrés. Donc, plus l'angle d'attaque est important, plus vous avez de marge d'erreur, hein, et plus vous avez de possibilités de strike. Voilà, donc l'idée c'est jouer droit, ça optimise pas la scorabilité, la réussite du strike. Et pire encore, c'est que ça amène des splits, en fait, des figures de spare qui sont assez difficiles à réaliser. Et puis, ça demande énormément de précision. Et ça demande énormément de précision. Et que même si on arrive droit sur la quille 1, même si on la décale pour éviter d'avoir le split, ben, vous voyez qu'on va toujours laisser soit des quilles de gauche, soit des quilles de droite, selon si on est gaucher ou droitier. Donc, l'idée, c'est d'avoir un angle d'attaque dans les quilles. Et donc, on va préciser à quel degré il va falloir positionner cet angle-là. Et que si, GG vous l'a bien expliqué, si on met un angle en jouant une trajectoire droite, et ben c'est impossible parce que faut lancer la boule sur la piste d'à côté et voir peut-être même plus si on veut augmenter l'angle. Ouais. Voilà. Donc, on va voir une vidéo là avec notamment les angles. Alors, toujours avec une rampe de lancement de la boule, hein. Donc, ce n'est pas un lâcher normal. Mais vous allez voir qu'avec un angle de 3 degrés déjà, on arrive à faire des strikes. Alors là, il a représenté un angle de 3 degrés, vous voyez, avec sa ficelle là. Voilà. En lançant une boule tout droit, il faudrait la lancer à la moitié de la piste d'à côté pour obtenir un angle de 3 degrés. Voilà. Et là, on voit bien le cheminement de la boule dans les quilles qui est complètement différent et d'où un impact qui est meilleur. Et là, on voit la quille 3, en fait, la boule, elle touche la quille 3. Elle est déviée après avoir touché la 1, la 3 enlève la 6, et la 6 enlève la 10. Voilà. Et là, on voit bien le rôle de la quille 3 qui va toucher la quille 6 pleine gueule et qui va enlever la quille 10 très facilement. Et la boule qui sort pratiquement entre la quille 8 et la quille 9. Ouais. Et alors, ça, on insiste, hein, après, bon, vous connaissez, mais on insiste bien dans le cadre de, après, sur l'observation de la boule dans les quilles. Je vais la remettre ici. Alors là, vitesse réelle. Voilà, ça c'est le principe du strike théorique, hein. C'est la 5 qui fait tomber la 8 et normalement la boule qui fait tomber la 9. Donc la boule, elle touche 4 quilles en fait, hein. La 1, la 3, la 5, la 9 pour les droitiers, et la 1, la 2, la 5 et la 8 pour les gauchers. Alors, ce qui est intéressant dans ce ralenti, c'est que là, déjà, on voit que la quille 3, elle n'est pas tout à fait, elle est touchée un peu pleine, en fait. Ouais. Et au lieu de partir directement pleine sur la quille 6, elle part un peu plus à gauche de la quille 6. Et donc la quille 6 va partir à droite de la 10. Et la quille 6 va partir à droite. Voilà. Mais touche quand même la quille 10. Ouais. Et quand c'est un peu exagéré, ben vous comprenez bien que la quille 6, pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche pas la quille 10, ben en fait, elle fait tour de la quille 10. Voilà. Et c'est comme ça que la quille 10 reste. Et si vous arrivez à, ne serait-ce que déjà l'entraînement, à observer ça, qu'est-ce
qu'est-ce que fait l'acquis 6, où est-ce que la boule, comment la boule touche l'acquis 3 et qu'est-ce que fait l'acquis 10, bah, en fait, on est un peu moins frustré. Et après, derrière, on peut envisager de dire, oh, OK, ma boule, elle est trop sur l'acquis 3, donc il va falloir que je fasse un décalage, un ajustement pour modifier cet angle-là. Tout à fait. Le but hein, de ce qu'on essaie de vous faire voir, c'est un, que vous soyez moins frustré quand vous laissez la quille 10, et deux, que ça vous procure des solutions pour ne plus la laisser. Ouais. Mais déjà, si vous êtes moins frustré, si vous comprenez pourquoi vous avez laissé la 10, déjà, la première chose, ça vous évite de mettre des coups de pompe dans les remonts de boule. Ce qui n'a jamais amélioré le score de personne. Ou un jour, en fait, il y a un gars qui a laissé la qui 10 et GG lui a dit décale-toi, décale-toi, et en fait, il lui a mis un coup de pompe dans la tête. D'où maintenant, vous voyez, la tête à GG. Donc, Ouais. et Eric lui dit j'avais lu qu'il fallait un angle de 13 degrés pour le strike. Wow. Là, c'est impossible. Ok. Voilà. Donc voilà, donc c'est apprendre à observer bah, et c'est d'autant plus important que par rapport au messager. C'est-à-dire que de temps en temps, on croit qu'on a fait un strike parfait entre guillemets, mais c'est que la boule elle rentre dans les quilles, mais la quille 10 elle reste. Et c'est la quille 6 qui va taper dans le kickback, hein, ça on l'a déjà vu, et qui revient et qui fait tomber la quille 10. Il faut apprendre à observer ça, même si ça va vite, parce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez la laisser la qui 10. Et les pros, bah bon, quand vous regardez les pros jouer, ou même les très bons joueurs, pourquoi ils restent à la ligne de faute? Ça justifie de rester à la ligne de faute, bah, c'est pour observer, et même quand ils font strike, eh ben, ils observent comment la qui 10 elle reste, pour éviter de laisser la qui 10. C'est-à-dire que les pros, dans les meilleurs, hein, en fait, ils enchaînent les strikes, mais peut-être qu'ils vont faire 4 ou 5 strikes d'affilée, et peut-être qu'ils ont bougé 2 fois. Mais ils anticipent. Voilà. Et en observant. Voilà. On arrive à anticiper et ça augmente la scorabilité. Parce que, en fait, il y a personne qui peut lancer 10 boules sans bouger, en visant le même repère et faire 10 strikes. Hein. Le robot, on vous l'a déjà dit, le robot, il fait 6 strikes, et encore des fois le 6e, c'est de justesse, et le 7e, il ne le fait pas. Parce que lui, il passe rigoureusement au même endroit. Ça veut dire que le huilage, il a changé, et la trajectoire de la boule a changé. Alors nous, évidemment, comme on arrose un peu, on peut se permettre l'évolution des conditions de jeu, elle ne se fait pas tout à fait de la même façon. Mais si on est un joueur régulier et précis, on ne peut pas rester au même endroit une partie entière. Ce n'est pas possible. Alors voilà les différents angles, hein, qui sont représentés sur la piste. Donc l'angle à 6 degrés, bien entendu, il faut pas que la boule nécessairement elle parte de la première latte et qu'elle fasse un angle comme ça. Mais si vous jouez 15-8, ben vous voyez que la trajectoire là, pour avoir un angle entre 4 et 6 degrés, on va voir que là c'est vraiment optimisé. Il faut qu'elle soit dans cette zone-là. Et donc ça va justifier derrière d'observer la boule sur la piste et dans les quilles. Donc c'est tout un exercice, comme d'apprendre la technique, comme d'apprendre à lâcher, comme d'apprendre à gérer ses émotions. C'est un exercice tactique qui va vous permettre, on conclura par ça, hein, bien entendu, mais qui va vous permettre de laisser moins de qui 10, d'être moins frustré et de pouvoir anticiper plus rapidement. Alors vous voyez que pour un angle de 2 degrés, on peut faire beaucoup de strikes avec un angle d'entrée de 2 degrés. La seule chose, c'est qu'il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus régulier. On a moins de marge d'erreur. Mais vous voyez que le changement de direction de la boule, il va se faire beaucoup plus tôt que pour un angle de 6 degrés.
pour obtenir un angle de 6 degrés, il faut que la boule elle change de direction très tard. Alors ici, on vous a représenté le pourcentage, le potentiel de strike pour les 3 angles d'attaque. 2 degrés, c'est la surface en blanc. Donc, vous voyez, vous avez moins de potentiel de strike. 4 degrés, c'est la surface en gris. Donc, on a un petit peu plus de potentiel de strike. Et 6 degrés, c'est la surface en noir qui englobe bien sûr les 2 autres. Et en dessous, vous avez les numéros des lattes. Donc, on voit que c'est entre la latte 17 et 17,5, c'est-à-dire le centre de la boule au centre de la latte 17, c'est là qu'on a le plus grand pourcentage de réussite de strike. On voit que entre la latte 16 et la latte 16,5, c'est là qu'on a le plus faible pourcentage de strike. Et pourtant, on a l'impression que la boule est dans la poche. On va le revoir tout à l'heure. Hein, on va voir la différence que ça fait entre une boule qui est 17,5 et une boule qui est 16,5. Et c'est ça qu'il faudra que vous appreniez à distinguer. Et puis, on voit que 15,5, eh bien, le potentiel de strike, il augmente. Donc, il y a un petit peu plus de risque. Mais donc, c'est ce qu'on appelle les boules qui fritent, hein, qui sont un peu larges dans la poche, mais ça fait un peu mixeur. Hein. C'est ce qu'on appelle un peu les boules mi-poche. C'est-à-dire qu'elles arrivent loin et en fait, effectivement, on voit beaucoup de strike où la boule arrive très très fine et ça brasse quand même. Ouais. Et une fois qu'on est un peu plus à gauche, pourcentage maximum. Hein. Non, non, mais et c'est un peu délicat parce que quelquefois, par exemple, je regarde quand j'observe la réaction des boules sur la piste et dans les quilles. Quelquefois, je vois des boules qui font strike fin, et quand la boule elle est un peu plus à gauche, donc là on commence à rentrer dans la 16, 16,5, bah là tout d'un coup ça va laisser la quille 10. Et je me dis mince, mais il vaut mieux arriver fin en fait que vraiment dans la poche. Sauf que 16 et 16,5, on n'est pas tout à fait sur l'optimisation de la scorabilité. Et donc, il vaut mieux être fin ou plein. Enfin, plein, on va le voir après, 17,5 quoi. 17,5 ou 18. Voilà, c'est là qu'on a le plus fort pourcentage. Ouais. Et je dis ça parce que souvent, la réaction des joueurs ou des joueuses, c'est de dire, putain, je comprends pas, je suis dans la poche et je laisse la quille 10. Alors effectivement, tu es dans la poche, mais soit il faut que tu sois un peu plus fin, ou soit il faut que tu sois plus plein si tu veux augmenter ta scorabilité. Le problème, c'est que la plupart des joueurs considèrent que la poche, c'est entre la 1 et la 3. Alors, ça fait effectivement une poche qui est un peu large quand même. Hein. Et vous voyez bien, à partir de ces diagrammes-là, qu'il y a quand même des endroits où il faut éviter d'arriver. Donc, on va voir sur le diagramme suivant. Là, et c'est intéressant cette notion de fin là, et des joueurs. J'en parle parce que j'ai eu la remarque même avec des joueurs de haut niveau. Il dit ouais, mais je suis dans la poche. Je dis ouais, t'es dans la poche si on considère que la poche c'est effectivement entre la quille 1 et la quille 3. Mais l'angle d'attaque il est pas bon. Et qu'effectivement on pourrait, cette étude elle est intéressante parce qu'on pourrait penser qu'en fait 15,5, le pourcentage doit être faible et au fur et à mesure que je me rapproche de 17,5, ça monte. Mais en fait non, ça descend pour remonter après un pourcentage de presque de 100%. Et tout ça, c'est à cause du cheminement de la boule dans les quilles. Hein. On va le voir après avec les vidéos au ralenti. Mireille, elle dit, quand vous parlez 16-17, c'est les lattes à l'arrivée. Ouais. C'est le numéro des lattes. Ouais, sachant que la latte numéro 20, c'est le centre de la quille 1. Donc là, c'est split. Hein. Et donc là, vous avez un autre diagramme qui vous montre toujours le pourcentage de strike en bleu et en rouge, par contre, le pourcentage de quille 10 laissé. Donc bien sûr, pour les gauchers, c'est l'inverse, hein, c'est du côté gauche.
Donc, vous voyez que sur la latte 16 et la latte 16,5, c'est là qu'on a environ 30% de quilles 10 de l'essai. Alors que c'est une boule qui paraît être une super boule dans la poche, hein, visuellement. Donc, on va le voir un petit peu plus loin avec les vidéos. Mais pourquoi j'insiste toujours auprès d'Eric pour qu'on parle de ça, c'est parce que je vois trop de joueurs frustrés quand leur boule est arrivée 16 ou 16,5 et qu'ils laissent la 10. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont mis une super boule. Alors c'est vrai que si on regarde la trajectoire de la boule sur la piste, hein, le crochet il est beau, la trajectoire elle est superbe, sauf qu'elle n'arrive pas tout à fait au bon endroit dans les quilles. Et on va voir dans la vidéo que le cheminement de la boule et l'endroit de la sortie de la boule du pin deck, la boule, elle sort trop près de la quille 9, elle prend trop la quille 9, et donc ça explique pourquoi la 3 fait pas son boulot et que la 6, elle n'enlève pas la 10. Et à chaque fois que vous serez capable, là on est 17,5, crac, 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 voilà, la 5 a enlevé la 8, la boule a enlevé la 9. La 3 a enlevé la 6 a enlevé la 10. Là, on est 17,5. Et là, on était 16,5 là. Parce que les deux vidéos, en fait. Celle d'avant, on était. Voilà, là, on est 17,5. Ouais. Donc, vous voyez qu'il reste très peu de la quille 1, du ventre de la quille 1 visible. Et là, si tu peux l'arrêter, hop, et là, vous avez pas eu le temps de voir, mais on voit beaucoup plus du ventre de la quille 1. Je vais la remettre. Je vais la remettre. Stop, là, voilà. Vous voyez, on voit très peu, hein, à gauche de la boule, et on voit dépasser un petit peu du ventre de la quille 1. Donc là, on sait qu'on est là de 17, 17,5. Et la vidéo suivante, vous allez voir, bah, il y a une latte de différence, hein, donc 2 cm et demi. Hein. Et hop, et là, vous voyez, voilà, vous voyez qu'on voit beaucoup plus du ventre de la quille 1. Et à partir du moment où vous constatez, malgré que la trajectoire de votre boule soit belle, que vous arrivez à cet endroit-là, il faut vous attendre à laisser la 10. Et on va le voir, hein, sur la. Et regardez le cheminement de la boule et le comportement des quilles, la 3 et la 6. Voilà. Et notamment la quille 3 qui part plus vers l'avant. La boule prend la 3 plus pleine. Elle part vers l'avant. La 3, elle passe à gauche de la 6 et la 6, elle passe devant la 10. Et la boule, vous voyez qu'elle sort, elle prend la 9 pleine. Donc là, vous êtes pratiquement sûr de laisser la 10. Sauf si la quille 6 rebondit sur le kickback et reprend la quille 10. Mais même les pros, en arrivant là, laissent la 10. Hein. Ce n'est pas en mettant 600 tours que vous enlèverez la 10. Hein. Vous arriverez à la laisser quand même. Ok. Donc là, je vous ai mis les deux photos. Voilà. À gauche, la boule, elle est 17,5. Et à droite, la boule, elle est 16,5. Donc c'est ces deux photos que j'aimerais que vous arriviez à les garder à l'esprit pour pouvoir mieux analyser ce qui se passe quand vous aurez le plaisir de retourner sur les pistes, hein, et d'accepter que si vous arrivez 16,5, vous puissiez laisser la 10, vous voyez, hein, on en laisse 30%, quoi. Hein. On fait que 50% de strike en étant 16,5 et on laisse 30% de quille 10. Ok. Je vais juste vérifier quelque chose. On peut parler de celle-là, là. Ouais. On aurait dû la mettre avant, d'ailleurs, enfin, peu importe. Ben là, on va le voir au ralenti, enfin à vitesse normale.
Là, on voit que la boule, elle sort au milieu du pin deck, hein, en haut à gauche. La boule, elle va sortir au milieu du pin deck. Regardez. Voilà. Et en bas à droite, elle va sortir à droite du pin deck. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, mais bon, moi je la vois parce que je suis habitué à regarder. Et ne vous inquiétez pas, au début, vous allez vous dire, bah non, mais ça va trop vite, c'est pas possible de voir. Si, je vous assure que vous allez affiner votre perception visuelle, et à force de vous entraîner à regarder, vous allez voir. Alors bien sûr, c'est préférable au départ de regarder sur une boule qui a été lancée par quelqu'un d'autre pour vous aguerrir. Donc regardez en haut, la boule, elle sort bien entre la 8 et la 9. Et en bas, elle sort vers la quille 9. Voilà. Et là, la 10, elle reste. Ok. J'ai une question, GG de JP qui nous dit la vétusté des quilles a-t-elle aussi un impact important? Oui. Alors, bon, il faut savoir qu'avec des quilles neuves, vous ferez moins de strike. Pourquoi? Parce que le ventre des quilles n'est pas encore durci. Et donc, les quilles vont absorber une partie de l'impact. Donc, il va y avoir une perte d'énergie importante. C'est pour ça que quand on doit faire des compétitions, il faut au moins mettre les quilles une semaine à l'avance, hein, pour faire le ventre des quilles, hein, en quelque sorte. Mais une fois qu'elles sont trop vieilles, on se retrouve confronté à un problème différent, c'est que alors le ventre, il est vraiment très tassé, hein, elle a changé de forme, la quille, et le plus important, c'est que le cul de la quille, c'est-à-dire le plastique, l'arrondi du plastique, il est usé, et donc la surface portante de la quille sur le pin deck, elle est moins importante. Donc les quilles, elles tombent beaucoup plus facilement. Une question d'Ida qui me dit quand on laisse régulièrement la quille 9, c'est que la boule est trop sur la 3. Alors, ça Non. peut être un problème d'angle d'attaque, ça peut être un problème de poids de boule. Il y a plusieurs possibilités, hein. C'est Après, des boules. si la boule elle arrive au bon endroit dans les quilles, si elle arrive 17,5 et qu'elle est trop déviée vers la 3, alors soit il n'y a pas assez d'angle d'attaque, soit la boule est très légère, soit il y a forcément Ouais, quelque chose d'autre, hein. mais quand on laisse la quille 9, c'est que la boule, elle passe à gauche de la quille 9. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'angles d'attaque et généralement, il y a beaucoup aussi Alors, et c'est pour des boules qui sont fortes, en fait, qui sont par là, exemple les jeux à deux mains, des boules comme ça. oui, excuse-moi, j'avais pas bien lu la question. Oui, mais on t'en veut pas, GG. C'est l'œuf de Pâques. Et en fait, oui, c'est ça. C'est que si vous laissez la quille 9, ça peut être trop d'angle d'attaque, hein, c'est-à-dire que c'est la boule qui doit enlever la quille 9. Donc ça veut dire que si vous la laissez, soit vous étiez un petit peu trop plein sur la une, avec beaucoup d'angle d'attaque, et donc la boule est passée devant la quille 9. Hum, Elle n'a pas pris. hum. Et généralement, on peut voir avec la quille 9, la quille 4 aussi. C'est-à-dire que Alors, vous êtes dans la poche avec un angle d'attaque qui va être important. Et là, la quille 2, en fait, elle passe à droite de la quille 4. La boule, elle passe devant la quille 9. Et là, vous avez le split 4-9 qui reste. bah, si on laisse la 4, c'est qu'on était un peu trop plein dans la une. Hein, c'est-à-dire, si on est trop plein dans la une, elle passe à droite de la 2 et la 2, elle passe à gauche de la 4. Elle fait le tour de la 4. Donc là, c'est une boule trop pleine, Hum, à partir du moment où il y a la 4, hein. hum. Et souvent, Et la quille 9 peut 9, être associée avec la 4. c'est effectivement 4-9, le split du strike, hein, on appelle ça le split du strike. C'est une boule qui est un petit peu pleine et qui est passée à travers. Et donc, il y a plus de chances de laisser la quille 10 si on joue en ligne en 2. Je ne comprends pas la question, Mireille. Bah, si tu joues deuxième flèche, une trajectoire qui soit plutôt droite,
Est-ce qu'il y a plus de chances de laisser la quille 10? C'est un peu plus complexe que ça, en En fait. deuxième flèche, Ouais, non, il n'y a pas de raison. Ben, après, ça dépend des ouais, conditions. Mais deuxième flèche, on est 10e latte. ouais. Et il faut qu'on arrive 17e latte. Donc, si on a un crochet de 7 lattes, s'il ne se fait pas trop tôt, hein, le crochet, si la boule commence pas son crochet à rouler trop tôt, il n'y a pas de raison de ne pas faire strike. Hein. Ouais. Après, c'est un peu plus complexe que ça parce que il faut tenir compte bah, du village, de la friction, du ratio, etc., etc. Mais si ça fait partie des ajustements. Si tu joues flèche 2 en ligne et que la boule elle a une réaction correcte, on va dire, et que la boule elle arrive dans la poche, mais elle arrive trop sur la quille 3 et donc la quille 10 elle reste, il faut plus d'angle d'attaque. Donc là, on verra que Ou se soit tu fais décaler. une, Ou se soit, décaler. Hein. soit tu fais une Si modification elle de arrive trajectoire, en 17, soit, 17,5, soit, se soit décaler. tu, ouais, soit tu fais une modification de trajectoire, ou soit après, bah, tu peux changer la surface, tu peux changer la boule, parce qu'il Ouais. faut que tu augmentes ton angle d'attaque. Et c'est ce qu'on verra sur le prochain live. C'est là, on vous montre en fait, et on va vous expliquer les trois phases de la boule et comment je vais pouvoir modifier ces trois phases pour pouvoir modifier mon angle d'attaque. En fait. Et quels vont être les paramètres qui vont me permettre de modifier cette réaction. Je regarde Voilà, s'il y a des. ce que j'espère à travers cette démonstration-là, c'est que vous voyez la quille 10 différemment, hein, et que vous soyez un petit peu plus attentif à l'endroit où arrive votre boule dans les quilles. Et comment elle se comporte dans les quilles et où elle sort du pin deck. Voilà, ça vous donne plein d'infos. On va voir après avec les trois phases que c'est des infos complémentaires pour faire les bons choix. Alors, les trois phases, en fait, il faut savoir que toutes les boules, lorsqu'elles sont lancées sur une piste huilée, passent par trois phases. La première phase en jaune, c'est la phase de glisse, hein, c'est-à-dire que même si on a mis beaucoup de rotation, la boule, elle patine, hein, comme si elle était sur de la glace. Ensuite, elle commence à perdre de la vitesse, la boule, et donc les rotations commencent à l'emporter sur la vitesse et elle passe dans sa phase de crochet en vert. Et ensuite, on a une troisième et dernière phase qui s'appelle la phase de roule, qui est la plus courte, qui en général fait entre 4 à 6 pieds, c'est-à-dire 1,20 m à 1,80 m avant la quille 1. Donc c'est pour ça qu'elle est très difficile à observer, parce qu'elle est très courte et comme on est très loin, nous, elle est très difficile à observer, il faut avoir l'habitude. Donc, il faut absolument que la boule elle passe par ces trois phases. Et, et donc, par rapport à ça, il faut apprendre, encore une fois, à observer ce que la boule fait sur la piste, Tout à sur fait. ces différentes phases. Voilà. Alors, vous voyez Euh, qu'ici, là, entre la phase de glisse et la phase de crochet, il y a ce qu'on appelle la première transition. En fait, c'est quand les rotations commencent à l'emporter sur la vitesse. Hein, donc, il commence à y avoir, la boule commence à réagir, à lire la piste, hein, comme on dit. Et donc, la phase de crochet commence. En général, elle est assez longue. Et vers la fin de la phase de crochet, il y a ce qu'on appelle le breakpoint, c'est-à-dire l'endroit le plus à droite, hein, pour un droitier, où se trouve la boule sur la piste. Hein. Par exemple, on va l'envoyer 8e latte et après, elle change carrément de direction. Voilà, c'est le breakpoint. Et ensuite, il y a une deuxième transition et qui est déterminée par la longueur de la phase de crochet. Et à partir de cette deuxième transition, la boule, elle a ouvert cet angle d'attaque, hein, et ensuite elle va tout droit vers les quilles. Et c'est là qu'elle a le plus de rotation sur elle-même. C'est pour ça que souvent, les joueurs ont l'impression que leur boule accélère. Mais en fait, c'est le moment où elle a le moins de vitesse. Le moment où elle a le plus de vitesse, c'est dans la phase de glisse, parce qu'il n'y a pas de friction.
Après, dans la phase de crochet, il commence à y avoir de la friction, donc là, elle perd de la vitesse. Si elle ne perdait pas de vitesse, elle ne rentrerait pas la boule, hein. Elle continuerait tout droit. Et enfin, en phase de roule, bah, c'est le moment où elle a le plus de rotation et le moins de vitesse. Alors j'ai une petite remarque de Nadine qui nous dit j'ai dû bien comprendre car je commence à l'instant à aimer la Kidis. Plus vous allez aimer la Kidis, moins vous allez la laisser en fait. C'est l'accepter en fait, hein. C'est, si vous voulez, à partir du moment où on laissera plus la 10, ça sera plus du bowling, quoi. Il y a quelque chose qui aura changé. C'est normal de laisser la Kitty. Vous voyez bien les pros, sinon ils feraient 300 à chaque partie. Il y a tellement de variables, tellement de choses qui se modifient dans le village. C'est vraiment un sport très, très complexe, hein, où il faut observer énormément, avoir une science de l'observation très, très poussée, et puis une capacité d'analyse, hein. C'est pour ça que c'est intéressant le bowling, hein. Si c'était juste pour balancer des boulets, on se lasserait assez vite. Et puis donc c'est intéressant comme remarque parce qu'il y a aussi l'effet psychologique quand je regardais le commentaire à Karen tout à l'heure qui disait ouais ça me prend la tête de laisser la Kidis mais plus ça va te prendre la tête, moins tu vas l'accepter, plus tu vas la laisser. En fait. Et moins tu vas trouver la solution. Ouais, et plus tu vas apprendre à observer, plus tu vas accepter de laisser la Kidis parce que ça fait partie du jeu, et moins tu vas la laisser en fait. Parce qu'on joue pas pareil en fait. Quand tu joues pour absolument faire strike, bah, tu as des grandes chances de pas faire strike. Par contre, quand tu joues sur on le verra sur les objectifs de processus et les objectifs de résultat, tu peux pas contrôler, bah, vous pouvez pas contrôler si vous avez laissé la key 10, la key 4, faire strike. Ça, vous pouvez pas le contrôler. Mais par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous allez le faire. C'est sur le processus. C'est où est-ce que je vais me placer, où est-ce que comment je vais m'orienter, envoyer la boule sur la trajectoire et accepter ce qui se passe. Si je joue pour faire strike, bah il y a des grandes chances d'être très frustré, assez souvent frustré, parce que bah, malheureusement la key 10 à un moment donné elle va rester. Et donc là, émotionnellement en fait, donc il y a des émotions qui nous arrivent et souvent des émotions de frustration. Et là là je comprends pas, j'ai envoyé une super boule. T'as vu, la qui 10, ça reste, mais ça fait partie du jeu, quoi. Donc maintenant, fais la qui 10, donc remets-toi dans un état émotionnel qui va te permettre de faire la qui 10 correctement et essaye de comprendre pourquoi elle reste et de faire les ajustements qui vont bien. Mais si tu restes énervé, ça va pas arranger le lancer d'après et tu continueras à enlever la qui 10. Alors, à chaque fois qu'on lance une boule, on a accès à un tas d'informations, si on observe bien. Et la quille 10 fait partie de ces éléments d'observation qu'on peut avoir. Si on laisse la 10, il y a une raison, il faut analyser et comprendre pourquoi on a laissé la 10, de façon à faire le bon ajustement. Regarde qui nous dit, Ida, pour moi aussi, la 7 est généralement plus les quilles de gauche. Ben, ça, c'est des informations. Tu vois. Quand les quilles de gauche, elles restent, il y a des raisons. C'est pas anodin. Alors, il faut vérifier quelle quille de gauche. Donc là, c'est pour une droitière, reste assez souvent. Donc, généralement, ce qu'on laisse pour les droitiers à gauche, c'est la 4, la 4 et la 7, ouais. La 2, 4, 5, le bucket, là, ou 2, 4, 5, 8. Ben, ça, c'est une copine. Ouais, donc là, il y a un problème d'énergie, en fait, d'impact, et notamment sur la dernière phase de roule, la dernière phase la phase de crochet, la phase de glisse. Donc, pour enlever si tu laisses des quilles de gauche, bah déjà, il faut que tu arrives plus pleine dans la poche. Bah, ça dépend. Si c'est la 4 et la 7, c'est très certainement parce que tu arrives trop plein. Si c'est la 2, c'est parce que tu arrives trop fin. Ouais. Donc il faut regarder.
Mais j'imagine qu'avec les boules légères, à mon avis, Oui, c'est, oui, il y a aussi le je poids, pense la que vitesse. comme Henriette joue avec les 13 livres, c'est pour ça que je pensais à 2, 4, 5. Euh, tac, tac, il y avait une autre réflexion qui était intéressante. Je vais revenir dessus. euh, C'est sur, voilà, Patrick qui nous dit beaucoup difficultés que j'éprouve, observer, c'est la phase de roule commence trop tôt. ouais, ça c'est normal, Et hein. Joël qui nous dit j'ai du mal à voir la phase 2. Je vous rassure, même les athlètes de haut niveau, s'il y a bien quelque chose qu'on a du mal à voir, c'est bien cette phase de crochet. Et Parce puis que la c'est fin un de élément. course, c'est la plus difficile à voir, hein, parce que c'est la Ouais, plus courte. ouais. Et c'est pareil, c'est un entraînement. Alors la phase de roule et la phase de crochet aussi, elle est assez délicate parce qu'en fait, un jour en Finlande, on était une dizaine d'entraîneurs et des entraîneurs de haut niveau, hein, et on n'avait pas tous le même regard sur la phase de glisse et sur la fin de la fin de la phase de glisse et la fin de la phase de crochet. La phase de glisse, il y avait beaucoup, on était beaucoup à dire qu'elle se faisait pratiquement presque au milieu de la piste. Sauf que généralement, la fin de la phase de glisse, ça se fait au niveau des flèches. Ouais, juste après les flèches, Ouais. non, enfin, ça dépend du village, mais en général, c'est vers 20 pieds, hein, mais c'est imperceptible visuellement, parce que la boule, elle commence tout doucement à changer de direction, parce qu'elle est en train de perdre de vitesse. Mais c'est presque imperceptible, hein. Yvon qui nous pose la question, glisse, crochet, roule, varie-t-il selon le village? Ben oui, ça va varier selon la forme, le ratio, la longueur du village, le volume. Et puis Ouais. l'endroit où tu joues aussi, hein. Donc ça permet de choisir le matériel aussi, hein. Si vous voyez que la phase de glisse elle est vraiment trop longue, bah, faut prendre une boule plus agressive ou avec plus de surface. Et JP qui nous dit, j'ai du mal à voir le breakpoint sur les boules stables et prévisibles avec un crochet doux. C'est très arrondi comme trajectoire. En fait, c'est pas un endroit précis, c'est vraiment une zone. Euh, D'ailleurs, à la fin, il parlait les Américains de breakpoint zone. Il parlait pas d'un point. Donc, il disait plus breakpoint, mais il disait break zone. Voilà. Bah, en fait, ça peut être huitième latte, le breakpoint, mais on parle de zone dans la longueur, hein, parce que suivant les écarts de vitesse qu'on a fait, ça peut être à 45 pieds ou à 46 pieds. Tu vois. Il n'y a pas que dans la largeur qu'il y a une zone, il y a aussi dans la longueur. Donc, on est confus. Henriette, elle nous parlait d'Esper. Philippe qui nous fait une petite remarque, d'où la confusion. On appelle souvent à tort breakpoint la phase de crochet Non, c'est la position la plus à droite de la boule sur la piste. Ouais. sur la piste. Et le break est dans la phase de crochet. Ouais, bien sûr. Hmm. Non, mais on l'a pas indiqué. Ouais. Mais, Que oh, la zone de break, elle est dans la phase de crochet. Donc mais déjà, ça vous donne une indication, c'est que le break, c'est au moment où la boule modifie la trajectoire, en fait. Qu'elle est la plus à droite sur la piste et qu'elle modifie la trajectoire. Donc là, vous êtes pratiquement sur la fin de la zone de crochet. Ça voilà, peut vous donner une indication. c'est plus près de la fin de la phase de crochet parce que c'est le moment où elle change le plus franchement de direction. Ouais. Alors, on va avancer. Et donc, je te laisse Oui, expliquer la diapo, GG. c'est la Tu en as diapo. déjà parlé un peu, hein, mais Ouais, on l'a déjà abordé. Donc voilà, vous avez en vert, c'est la zone huilée, et vous avez deux traits en pointillé marron. Le premier qui délimite la phase de glisse et le deuxième à droite qui délimite la fin de la phase de crochet. Et donc après, c'est la phase 3, la phase de roule.
Donc, on voit l'orientation des rotations que le joueur a données. Hein, l'angle de rotation, bah là, je l'ai estimé à peu près à 45 degrés. Hein, son PAP, il est à peu près à 45 degrés quand le joueur lâche la boule. Et au fur et à mesure qu'elle avance sur la piste et qu'elle commence à rencontrer de la friction, vous voyez que cet angle, il change, il diminue. Hein, par exemple, à la fin du village, il est plus qu'à 20 degrés. Et dans la phase de roule, il est à 0 degré par rapport à la direction que suit la boule. Donc là, la boule, elle roule cul par-dessus tête, en quelque sorte. Hein, elle roule vers l'avant, mais en suivant un angle d'attaque qu'elle a pris au breakpoint, en quelque sorte. Hein. Donc, dans la phase de glisse, c'est la vitesse qui l'emporte sur les rotations. Hein, c'est là qu'on a le plus de vitesse et les rotations les plus faibles. Et dans la phase de crochet, eh bien, les rotations commencent à l'emporter sur la vitesse. Donc, la boule, elle commence à changer de direction. Il y a plus de friction, donc moins de vitesse. Hein. Alors, qu'est-ce qui intervient sur la phase de glisse? Ben, c'est la matière de la coque. Hein, par exemple, si vous prenez une coque solide, eh bien, la phase de glisse, elle sera un petit peu réduite. Si vous mettez la boule au 500, ben, ça va réduire la longueur de la phase de glisse. Et si vous prenez une boule avec un RG faible et un différentiel élevé, ça va aussi avoir tendance à réduire la phase de glisse. Après, pour la phase de crochet, qu'est-ce qui intervient sur sa longueur? C'est les caractéristiques dynamiques du noyau et l'équilibrage de la boule. Hein, on a vu la somme des deux angles et le ratio des deux angles. Et après, la phase de roule, c'est là que la boule elle a le moins de vitesse et c'est là qu'elle a le plus de rotation. Et l'angle d'entrée, il est déjà déterminé. Après, elle suit une trajectoire qui est rectiligne jusqu'aux quilles. Ok. Alors, pourquoi cette phase de roule, elle est importante? Parce que c'est le moment où la boule, elle a son maximum de rotation. C'est pour ça qu'il est important qu'elle passe par la phase de roule. Parce qu'imaginez que vous ayez trop de vitesse et pas assez de rotation, vous allez rentrer dans les quilles très certainement en phase de crochet. Donc, votre boule ne sera pas passée, elle n'aura pas atteint ses rotations maximum. Et elle ne sera pas sur une position stable, elle sera sur une position instable. Ouais, Et et donc, puis, elle sera déviée dès qu'elle va toucher la quille 1. elle sera moins efficace dans les quilles. Vous Ouais, aurez parce moins. qu'elle sera plus déviée. C'est-à-dire qu'elle va toucher la quille 1 et donc elle va être déviée sur la quille 3 trop pleine. Alors, après, ça dépend pour la déviation, parce que si c'est un joueur qui a plus de rotation que de vitesse, et que, par exemple, c'est très huilé, s'il rentre dans les quilles en phase de crochet, bah, au contraire, la boule, elle va subir moins de déflexion. Et il faut qu'elle subisse de la déflexion, la boule, pour qu'elle ait ce cheminement dans les quilles qui est efficace. C'est pour ça qu'il faut apprendre à observer ce qui se passe dans les quilles aussi. Il ne faut pas regarder seulement ce qui se passe sur la piste. Sur la piste, ça nous donne des informations et dans les quilles, ça nous donne d'autres informations. Et c'est la somme de ces informations qui nous fait choisir le bon ajustement. Ok. Donc là, c'est synthétisé. Hein, vous avez la zone de crochet avec le breakpoint, le moment où la boule elle change vraiment de direction. Et après, vous avez la phase de roule. Et c'est là qu'elle a ses révolutions maximum. Hein, et donc, qu'elle va communiquer le plus d'énergie aux quilles. Hein, parce que je vous rappelle que si on envoie une boule sans rotation, c'est comme si on jouait au domino. Donc, on pousse les quilles. Hein, l'un des objectifs aussi de mettre des rotations sur la boule, c'est que ces rotations, elles se communiquent aux quilles. Les quilles, elles tournent autour de leur axe et elles s'entrechoquent beaucoup plus fort entre elles. Donc là, la zone de roule doit être très proche des quilles. Ouais, c'est entre 4 à 6 pieds.
Donc c'est 1,20 m, un pied c'est 30 cm, 48, hein, mais on va dire 30 cm. Donc c'est entre 1,20 m et 1,80 m. Alors vous voyez que c'est hein, de la position où on se trouve à la ligne de faute, juger ce qui se passe sur 1,50 m pour faire une moyenne, juste avant la quille une, ça demande vraiment une capacité d'observation importante. Ok, donc on va avoir une vidéo avec les trois phases. Je te laisserai la commenter aussi, GG. Ouais. Voilà, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, ben là, elle est rentrée dans sa phase de crochet. Là, c'est son breakpoint, parce qu'elle change de direction. Et la phase de roule, ah ben là, la phase de roule, elle a commencé assez loin des quilles. Alors, Ok. le problème, attends, arrête là, hop. Si la phase de roule commence trop loin des quilles, donc vous risquez de perdre de l'énergie et de ne pas être efficace dans les quilles. Il vaut mieux qu'elle soit courte, la phase de roule, plutôt que longue. Ce qui est intéressant, parce que je ne sais pas si on va être d'accord, euh, par rapport à la lecture de la boule sur les pistes. Ouais. De placer son PAP est un moyen de lire la boule sur la piste et d'essayer d'observer les différentes phases. Donc, c'est dur à observer, mais par exemple, pouvez-vous filmer? Maintenant, c'est extrêmement facile de se filmer. Donc, vous mettez votre téléphone derrière, vous mettez votre PAP sur la boule, et puis vous lancez la boule sur la piste, et après, vous regardez au ralenti le mouvement du PAP et son changement de direction. Parce que je vais revenir sur la vidéo. Euh, Là, ici, sur la phase de glisse, là, on voit je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais là, on voit le PAP qui est à gauche, qui est à environ 45 degrés, on va dire. Ouais. Donc ici, on est sur la phase de glisse. Là, la boule est lâchée. Donc là, on est dans la première phase, la phase de glisse. Et sur la phase de glisse, en fait, le PAP reste assez stable. Il reste sur la même position. Par Bah, contre, et parce qu'il y a du flair. Hein. ouais, mais sensiblement, il reste sur la même position. Par contre, après, et là, ici, notamment, il y a marqué read. Je ne sais pas si vous Là, elle voyez là. commence à lire la piste, la boule. Ouais. Là, commence à lire la piste. Et là, on voit, donc, on voit le PAP en fait sur une position qui est plutôt stable. Et là, dès qu'elle passe read, là, ça veut dire que là, la boule, elle commence à rentrer en friction. Et là, on va voir le PAP qui va commencer à se déplacer beaucoup plus, en fait, ici. Et là, Ouais. en fait, on passe sur la deuxième phase, sur la phase de crochet. Mais après, ça dépend aussi de l'équilibrage et puis du différentiel de la boule, quoi. Est-ce Oui, qu'elle mais va faire flair ou après pas? ce que je veux dire, c'est que quand on ne connaît pas pour les débutants en route, c'est un moyen en fait d'observer. C'est un peu plus complexe que ça sur le haut niveau, mais au début, si vous avez de la difficulté à voir les zones de glisse ou les différentes zones, bah, vous placez votre PAP et ça peut vous donner un moyen de mieux comprendre en tout cas ce qui se passe sur les pistes, sur les différentes zones. Là ici, voilà. Et là, vous voyez, là, on est en zone où le PAP il commence à. Voilà. Et là, elle arrive de très loin, la boule, et elle n'est pas tout à fait dans la poche, donc il laisse la lisse. Ouais. Enfin, elle est dans la poche, GG. Oui, mais Mais on elle voit est. bien que la quille 3, là, elle part vers l'avant. Et là, on voit bien qu'elle sort vers la 9.
Donc le Ouais. mec il va laisser à 10. Et bah, la quille 3, elle part vers l'avant et elle Voilà. touche la quille 6 fine. Et la quille 6, ça peut pas toucher la 10. Là. Et pourtant, c'était une belle trajectoire, hein. Ouais, Mais ça ne suffit pas. ouais. Et c'est ça que qu'il faut apprendre à observer, c'est la quille 3, là, voilà, elle est touchée trop vers l'avant. Et la quille 6, elle est. Alors après, il y a aussi un autre moyen, c'est de repérer votre première bande de roulement et vous mettez un scotch à droite parallèlement à votre première bande de roulement. Hein, un scotch de 10 cm par exemple ou 15 cm de long, un scotch blanc. Et vous allez voir l'orientation de ce scotch qui va changer. Ça va vous aider aussi à voir ce qui se passe sur la piste. Ok. Alors, Jean-Marc qui me dit il faut synthétiser beaucoup de choses, vitesse, angle lâché, angle d'attaque, ligne de jeu, etc., etc. Ben, plus on en sait, plus on apprend à observer, et plus après c'est assez facile. Mais après, il faut pas tomber dans le piège De l'analyse à tout prix, oui. de la suranalyse. C'est-à-dire que la suranalyse, vous pouvez la faire à l'entraînement, mais il faut pas oublier après qu'en compétition, vous pouvez pas être tout le temps dans l'analyse et voir très peu. La seule analyse que vous allez avoir en compétition, c'est une fois que vous avez lâché la boule. Mais après, je fais les corrections, s'il y a des corrections à faire. Et après, il y a cette phase de lancer où là, il faut arrêter d'analyser. On y reviendra notamment avec l'explication On va le voir après. non, mais notamment sur l'émotion, en fait, les différentes phases de routine et la phase de lancer, la phase d'observation, la phase d'analyse, la phase de lâcher prise. Et Ida, par exemple, quand elle dit qu'elle rate d'espère, elle a tout le matériel qu'il faut et que, en fait, elle n'arrive pas à gérer ses émotions parce qu'elle a certainement peur de le rater. Ben, en fait, sa problématique d'espère, c'est une problématique émotionnelle. Ouais. Donc, il faut qu'elle arrive à gérer Pour ça. répondre à Jean-Marc, nous, notre objectif hein, depuis le début, c'est de vous faire prendre conscience de tous ces facteurs qui interviennent sur le comportement de la boule et que ensuite, parce que c'est toujours de la cuisine, hein, c'est toujours un petit peu plus de ceci, un petit peu moins de cela. Et une fois que vous serez habitué à tous ces facteurs, vous serez habitué à analyser, à observer et pouvoir analyser quelle est la véritable raison de soit du strike, soit du neuf. Voilà, et pour revenir à ce que tu disais, faire la différence entre ce qu'on observe à l'entraînement et en compétition. Hein. En compétition, on ne peut pas être autant dans l'analyse qu'à l'entraînement. Sinon, on se perd. Hein. Ouais. Donc voilà pour l'angle d'attaque et les trois phases de la trajectoire. Et donc à l'entraînement, eh ben, il faut apprendre à observer. Bon, il n'y a pas de prise de risque, hein, donc vous pouvez le faire tant que vous voulez. Bon, en ce moment malheureusement, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que en ce moment vous pouvez pas jouer, mais vous pouvez regarder des vidéos. Ouais, Vous bien pouvez sûr. vous amuser à aller sur Internet et regarder des vidéos de pros, de joueurs. Il y en a plein, il y en a en veux-tu, en voilà et observer quand la boule laisse la quille 10, quand la boule fait strike, observer l'impact dans les quilles, déjà apprendre à observer sur les autres. Et là, ça Alors, va, en plus, bon, en ce moment, il y a le temps, et ça va vous apprendre à observer. Donc au début, on va pas être exigeant, on va d'abord observer l'impact dans les quilles, donc avec cette fameuse quille 3, donc la boule, où est-ce qu'elle est placée? Est-ce que je vois la quille 1 entièrement ou est-ce qu'elle est plutôt cachée par la boule? Puis ensuite, observer la quille 3. Est-ce que la quille 3 part vers l'avant ou est-ce qu'elle part bien sur la quille 6?
Voilà, donc apprenez à observer ça, mémorisez, puis après on s'attache à observer la dernière phase, la phase de roule, puis la phase de crochet, puis la phase de roule, puis l'impact. Voilà, donc on rajoute au fur et à mesure, et ça vous pouvez le faire tranquillement chez vous, devant l'ordi, en regardant des vidéos. Et puis après, bah, plus tard, c'est qu'on va observer un peu plus dans le détail quelles sont les zones de friction. Donc ça, on l'a vu notamment avec l'aiguillage à zéro. Quelles sont les zones de friction et quelle est la forme de la trajectoire? Est-ce que c'est des trajectoires plutôt douces ou est-ce que c'est des trajectoires plutôt en crochet fort ou angulaires? Voilà. Et donc en compétition, bah, on va être un peu moins dans l'analyse, mais par contre, on va plus observer la réaction des autres Ouais. et là, de faire des ajustements qui soient rapides sans trop se prendre la tête, quoi. Enfin, il faut pas en compétition, il faut un peu lâcher prise et on est là pour jouer, se faire plaisir et laisser aussi un peu faire le feeling. En fait, l'idée, c'est comme les ajustements tactiques, c'est que il faut moins réfléchir en compétition, il faut plus laisser faire et se laisser faire, et il va se faire d'une part par la confiance, mais aussi parce qu'à l'entraînement, vous avez rempli votre boîte à outils. Et plus vous remplissez, plus vous vous entraînez à observer, plus vous travaillez sur des compétences de modification de vitesse de boule, de changement de ligne de jeu. Donc là, vous remplissez votre boîte à outils, vous remplissez vos compétences et à l'entraînement, bah, ça va se faire automatiquement. Ah, bah, Ouais. tiens, je vais changer de ligne de jeu. Tiens, bah, je vais changer cette boule-là. Tiens, bah, je vais faire un petit décalage de 2-1 vers la gauche. Et ça va devenir automatique. Tout à fait. Euh, Entraînement, entraînement, entraînement. ouais. L'entraînement, la compétition va être le résultat de l'entraînement que vous faites. Si vous entraînez pas, ben, vous risquez de faire des compétitions moyennes ou en tout cas peut-être des compétitions où vous allez réussir, mais il y a pas la notion de maîtrise. Avec l'entraînement, si vous entraînez beaucoup, après il y a plus la notion de maîtrise, de confiance qui apparaît sur la compétition. Il y a Gérard qui nous dit c'est quoi la différence entre arc, flip et crochet. Alors, euh, la réaction en arc, c'est une réaction très régulière qui commence très tôt. Donc, c'est une réaction en forme, on dit en forme de banane. Hein. Donc, c'est pas une réaction violente, c'est une réaction très régulière et très plutôt longue. Le crochet, c'est une réaction moyenne. Et le flip, c'est une réaction où la boule, elle va très loin et elle casse très fort. Donc, c'est une réaction très angulaire qui va donner un angle de 6 degrés, par exemple. Et une trajectoire en arc, ça va plutôt donner un angle d'attaque de 2 degrés. Qui nous dit qu'on a une vision déficiente et qu'au fil de tournoi avec la fatigue c'est pire, on joue plus au feeling. Ouais. Mais une chose qui est intéressante à l'entraînement, c'est de jouer justement les yeux bandés, les yeux fermés. Alors il faut commencer à la ligne de faute. Puis Oui. après, vous pouvez faire le dernier pas, les 3 derniers pas, après l'approche complète, parce que plus vous êtes dans la maîtrise enfin, plus vous jouez, réussissez à jouer sans la vue, plus en fait vous réussissez à jouer avec les sensations et la proprioception, donc la sensation du mouvement, et plus vous allez automatiser votre mouvement. Plus ça va être facile en fait de répéter. Et donc, il n'y a pas obligatoirement de la vue. La vue, elle sert plus pour moi à observer et après à s'orienter. C'est-à-dire que ma vue, je vais l'utiliser pour observer qu'est-ce qui se passe sur la piste. Je suis obligé d'observer, je suis obligé d'utiliser la vue pour après prendre des décisions. Ma boule, elle fait strike ou pas. Ma boule, elle laisse la quidis. Ma boule n'est pas dans la poche. Donc, j'utilise ma vue pour faire un état des lieux. Et après, pour prendre les décisions, pour choisir la trajectoire, choisir le paramètre d'adaptation, j'ai pas besoin de la vue.
Et une fois que je vais me positionner sur la piste, dès que j'ai validé la trajectoire, je me positionne et la vue, je vais l'utiliser pour m'orienter en direction de la trajectoire. Et après, vous pouvez très bien, une fois que je suis bien orienté, vous pouvez très bien remettre le bandeau sur les yeux, la boule elle va passer sur le repère. Après, vous me dites, après souvent, des fois dans les commentaires, j'ai eu, oui, mais en fait, moi je suis obligé de viser pour que ma boule elle passe sur le repère. Oui, parce que tu es dépendante de la vue. T'as, Et t'as, c'est t'as, le plus important. Le plus important, c'est que la boule, elle arrive au bon endroit. ouais, Mais les systèmes de visée, on va voir ça prochainement aussi, hein. ouais, ça fait. Je regarde s'il n'y a pas les. Une bonne question Ouais. d'Yvon qui nous dit observer la boule des autres joueurs est utile car ils n'utilisent pas la même boule. Ouais, mais c'est pas un problème de boule. Il faut regarder comment ça se passe. C'est toujours les trois phases, hein. Quelle que soit la boule qui est jouée, c'est pas une question de boule comme dit GG. C'est une histoire d'observation ce que la boule elle fait sur la piste. C'est-à-dire que si tu as bon, ça va pas être le cas, mais si tu prends un huilage court par exemple, tu peux prendre n'importe quelle boule, tu vas tout de suite voir qu'il y a énormément de friction. Tu regardes les autres, bah, tu vas voir qu'il y a énormément de friction. Qui joue avec une boule réactive, qu'une boule polie, une boule, tu vas voir que et là tu vas voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer à droite, qui vont jouer peut-être avec des uréthanes ou autres. Et la réaction de la boule sur la piste va déjà te donner une idée. Tiens, en fait, qu'est-ce que la piste me dicte de faire? Est-ce qu'il y a beaucoup de friction, pas beaucoup de friction? Et en règle générale, quand tu prends un peu de recul, que tu te mets derrière les pistes et que tu vois les joueurs qui jouent, la réaction va être la même pour tout le monde. Tu vas voir s'il y a beaucoup de friction, pas beaucoup de friction. Alors après, il y a, effectivement, si tu prends des joueuses et même si tu prends des joueuses et un joueur à deux mains, bah, ils vont pas avoir les mêmes trajectoires, c'est sûr, mais tu vas pouvoir observer que la piste, elle dicte la même chose pour le joueur à deux mains que pour la joueuse féminine qui a moins de rotation. Mais les trajectoires, par contre, après, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, que les ajustements vont être différents en fonction du jeu du joueur. Un joueur qui joue à deux mains, bah, peut-être que l'ajustement, il va être peut-être de changer de boule parce qu'il a beaucoup de rotation et qu'une joueuse, peut-être que ça va être juste de faire un décalage un peu sur la gauche, sur la droite, peu importe, parce qu'il y a moins de trajectoire. Mais c'est toujours, moi je conseille toujours à mes élèves, regardez les boules de vos partenaires ou des joueurs autour de vous pour apprendre à observer en particulier ce qui se passe dans les quilles. Parce que c'est très difficile au départ de le faire sur sa propre boule. Ça va tellement vite, mais c'est plus facile de le faire sur la boule de quelqu'un d'autre. Vous apprenez déjà à observer la boule des autres et après, vous serez capable de le faire sur la vôtre. Bonne soirée Sandrine qui nous quitte. Il y a Philippe qui t'a fait un petit clin d'œil que Gégé t'a essayé les yeux bandés et on voit le résultat. Alors Anto qui nous dit toujours du mal avec le terme visé car ça sous-entend que les joueurs s'est raté ou trompé avec son bras. Il remet cet échec à la précision. Or c'est souvent plus dû à un souci d'orientation de timing. Bah, en fait, c'est la définition de… Le terme visé, justement, il est mal utilisé et surtout mal interprété par les joueurs. Hein, on leur a tellement dit de viser une flèche que dans leur esprit, voilà, le plus important, c'est de passer sur mon repère. Et en fait, le plus important, c'est de mettre la boule dans la poche. C'est pas de… Le repère, c'est qu'une aide intermédiaire. C'est un Et, moyen, ouais. et viser un seul point, ça permet pas d'être précis, hein. On le verra plus tard dans les systèmes de visée que il faut absolument avoir, comme pour définir une droite, il faut au moins 2 points. Et ben c'est pareil pour le bowling. Il faut au moins définir une trajectoire avec au moins 2 points, voire 3, pour et c'est ça qui génère la visée. C'est pas regarder seulement à un endroit précis. Non.
C'est de regarder un endroit précis va être différent selon les personnes déjà. On peut pas imposer de regarder un point, parce qu'il y en a qui préfèrent regarder près, il y en a d'autres qui préfèrent regarder loin. L'objectif, c'est d'envoyer une boule sur une trajectoire. Et Exemple, pour envoyer la boule sur la trajectoire, bah, j'utilise un repère qui va me guider à réaliser ce processus. Donc c'est un si vous regardez, processus. si vous regardez les pros, il y en a qui regardent pratiquement la ligne de faute quand ils lâchent la boule. Donc vous vous rendez Ouais. compte, s'ils ne regardaient effectivement que ça, comment ils pourraient être capables de mettre les boules dans la poche? Ce qu'il y a, ce que vous n'avez pas vu, c'est que avant, ils ont bien défini leur trajectoire de la boule, ils ont bien regardé, et ensuite, à la fin, ils ont regardé que l'endroit où ils veulent la poser. Mais la trajectoire, elle est définie, le bras, il va aller vers cette trajectoire. Et c'est ça qui est important. Pour Ouais, répondre. Gérard qui nous dit, en tant que joueur de fléchette, la visée n'est que subjective. Tout à fait. Ça rejoint le livre que m'a envoyé Mireille sur le tir à l'arc, qui est super intéressant et qu'il n'y a pas justement en fait après on est un peu dans le spirituel, mais on fait qu'un avec la trajectoire et il n'y a pas besoin de viser. Et il y a une remarque de Joël qui est intéressante que tu pourras reposer la semaine prochaine si tu participes. Pour une droite, il faut 2 points. Pour une courbe, il faut 3 points. Effectivement, sauf qu'au bowling, on va pas s'occuper de la courbe. Voilà, c'est ça qui est important. La différence, voilà, il a mis le doigt dessus, Eric. Nous, on s'occupe que de la partie rectiligne de la trajectoire. Le, ce qui fait la courbe, ce qui fait le crochet, c'est ce qu'on a donné à la boule au lâcher et ce que la piste nous permet, c'est-à-dire la friction qu'elle va générer la piste. Ouais. Et si on veut être précis et régulier, il faut se préoccuper que de la trajectoire rectiligne. Ouais. Il faut s'occuper de ce que vous pouvez contrôler. Voilà. Et vous pouvez seulement contrôler la trajectoire. Vous ne pouvez pas contrôler, maîtriser la courbe, en fait. La courbe va être la conséquence de la trajectoire et comment vous allez lâcher, et la surface de la boule et du noyau, etc. Donc, il faut rester dans ce que vous pouvez contrôler. Donc, il ne faut pas vous occuper de la cassure à la fin. Si vous en occupez, c'est trop difficile. Et Donc, puis, occupez-vous de votre trajectoire et là, vous allez voir qu'en termes de régularité, la dernière trajectoire, donc qui est la courbe, là, va être régulière. et le problème, justement, c'est que les joueurs se préoccupent de la courbe, c'est-à-dire de mettre la boule dans la poche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mec, il met la, j'arrive pas à le faire, il va mettre la boule dans la une, en fait. Hein, c'est-à-dire, votre accompagnement, il va aller vers la une parce que vous voulez absolument mettre la boule dans la poche, alors qu'en fait, votre bras, il doit aller peut-être vers la quille 10. Voilà, la trajectoire rectiligne. Hein, je vais jouer 13e latte, mettre mon break 8e ou 9e latte. Et après, si la boule a continué tout droit, ben, elle irait vers la 10. Et voilà, c'est ça ma trajectoire. Et mon accompagnement, il doit se faire vers la 10 et non pas vers la 1. Voilà, donc les 2 points de la trajectoire droite, c'est ça, Joël. Ouais. Mais on en reparlera. Hein. Ouais, on en parlera. Effectivement, Yvon, là, on reviendra sur cette notion de trajectoire et de bien visualiser, mémoriser. Donc là, au niveau du cerveau, en fait, il l'enregistre et après on laisse faire. Et le cerveau va répéter ce que vous lui avez dicté. Contre, si vous dictez à votre cerveau de ne pas rater la quille, si vous dictez à votre cerveau de faire strike, vous êtes hors contrôle. C'est impossible à faire. Il faut se préoccuper du moyen, pas du résultat. Ok. Dernière diapo, donc un peu pour conclure ce live. Et ben en fait que la capacité d'observation, ça se travaille également à l'entraînement. Et plus vous allez le travailler, plus vous allez l'optimiser, plus vous allez vous apercevoir que c'est relativement facile. Et ça va vous amener des compétences qui, d'une part, vont vous permettre d'être moins frustré parce que vous allez avoir une meilleure connaissance de la Kid 10, donc vous allez beaucoup plus l'accepter. Donc en termes émotionnels, vous allez jouer plus sereinement.
et vous allez prendre des décisions qui vont être plus faciles pour vous parce que vous êtes dans la compréhension. Ok, je laisse l'acquis 10, je suis pas arrivé, effectivement, je suis arrivé trop fin. L'acquis 3, j'ai bien vu qu'elle est partie vers l'avant, donc il faut que je prenne une décision. Et la décision, avant de la faire en compétition, ben, vous allez vous entraîner à l'entraînement à prendre des décisions, à vous décaler, à changer de boule, à modifier la surface, à la poser un petit peu plus loin, à changer de trajectoire, etc., qui va modifier la réaction de la boule et donc qui va avoir un impact différent dans les quilles. Et plus vous allez le faire, au début vous n'allez pas y arriver, hein, mais plus vous allez le faire, plus vous allez comprendre et plus vous allez en fait vous imprégner de nouvelles compétences et de confiance. Et donc ça va vous permettre après, le stade au-dessus, c'est d'anticiper avant que les moins bons résultats arrivent et d'aller jusqu'à éviter que la Kit 10 ne reste. Donc là, on a un plus haut niveau, mais je fais 3 strikes, bah tiens, je vais commencer à me décaler, par exemple, à faire un 2-1 vers la gauche, sinon la Kit 10, ça va rester. Et ça, vous pouvez le faire à l'entraînement, vous avez aucun risque à le faire à l'entraînement. À l'entraînement, vous êtes sur un triplet, par exemple, et ben la quatrième boule, hop, vous faites un changement et vous observez ce que ça fait. Peut-être que ça va faire split, peut-être que ça va faire neuf, mais peut-être que ça va faire strike aussi. Et plus vous allez le faire, pour dire, mais en fait, en compétition, tiens, ben, je vais essayer parce que qu'est-ce qui se passe en compétition? Ben, c'est que je vais faire 2 strikes. Le troisième strike, là, qui dit ça tombe en dernier, je fais pas attention. Cinquième boule push, la qui 10. Sixième, la qui 10. Ça commence à m'énerver pour un peu, ben, je la rate. Et puis après, je vais laisser le 2-10, split. Parce que j'ai pas, je crois que c'est moi qui joue mal, je m'aperçois pas que ça évolue, et donc je prends pas la décision. Mais je prends pas la décision parce que je me suis pas entraîné à le faire. Donc c'est encore un entraînement que vous pouvez faire. Et donc, bah, comme en ce moment vous pouvez pas jouer, bah, je vous invite, enfin, on vous invite à observer des vidéos et Ouais. voir qu'est-ce qui se passe dans les quilles. Voilà. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les angles Ouais. et les trois phases. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qui se passe sur la piste, hein. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle de ça avant qu'on parle de l'adaptation à l'évolution des conditions de jeu, parce que pour comprendre ce que demande la piste, il faut être capable d'observer la réaction de la boule sur la piste. Donc, si on ne comprend pas les trois phases et les réactions de la boule sur la piste, on ne peut pas faire les bons choix. Ouais, c'est important. Tout à fait. Alors, quelques remarques. Il a qui dit, quand je visais une flèche, je jouais plus ou moins bien. Le jour où j'ai décidé de jouer sur mes propres repères, j'ai pris de la confiance et le résultat s'est nettement fait sentir. Jean-Marc dit, en fait, la visée, latte de pause et endroit imaginé d'arrivée. Donc là, il y a pas mal de réflexions sur justement les trajectoires, les visées. Et Joël qui nous dit, oui, j'aimerais bien qu'on puisse détailler l'histoire des visées plus tard. Donc, on verra la semaine prochaine, promis. Le bowling, c'est comme le tir au but du rugby. Il faut visualiser la trajectoire et regarder l'impact du pied sur le ballon. Voilà. Tout à fait, Jean-Luc. Bien dit. On voit bien les joueurs de rugby, quand ils tapent un coup franc, hein, ils s'imprègnent vraiment de la trajectoire qu'ils veulent donner au ballon, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ils sont pas dans le processus de dire il faut que je la mette au milieu, il faut que je la mette au milieu. Non, ils mettent un processus en route et on voit bien la routine. C'est même assez beau à voir. C'est qu'ils placent le ballon, il y a tout un processus là. Hop, ils recommencent ils reculent. Donc là, ils reculent même pas droit. Ils font 3, 4 pas en arrière, puis après ils se décalent sur la gauche. Ils s'orientent. Et là, on voit bien qu'il visualise la trajectoire. Et une fois qu'il a visualisé, en fait, il a mémorisé. Hop, se concentre que sur le ballon et comment il tape. Après, il laisse faire. Il contrôle pas la trajectoire. Mais c'est la même chose pour nous, hein, quand on vise, donc si on a bien défini la trajectoire, au moins par 2 points sur la piste, par exemple, je veux passer troisième flèche et envoyer ma boule vers la 10, parce que ça rentre beaucoup. Et ben voilà,
je vais envoyer mon bras vers la troisième flèche et vers la quille 10, et la boule, elle va tourner de toute façon, elle va aller dans la poche. Parce que je la connais, ma trajectoire habituelle. Donc, il n'y a pas à avoir d'appréhension. La boule, elle va tourner. Vous, votre boulot, c'est de la mettre sur la trajectoire rectiligne. On va souhaiter un bon anniversaire à Yvon. Ah, bah, Donc, bon anniversaire, Yvon. Et puis, profite d'un bon apéro. Henriette qui me dit, oui, tu préfères sans, écoute, alors, voilà, je me raserai pour le prochain live, alors, dans ce cas-là. Donc voilà, je vais mettre la dernière diapo qui va vous annoncer tout chez Yvon. Ouais, on aimerait bien, hein, on aimerait bien. Si c'est à 10 km de chez toi, ça va. Philippe qui lui dit, dans le gazon, je vois pas les trois phases. Ouais, parce qu'il s'entraîne dans son gazon. Il a raison. Il y a Maurice Le Sourd qui s'entraîne dans son gazon aussi. Thierry qui dit, qui nous remercie, mais Thierry qui lui dit, Eric, tu as connu un ancien bon joueur d'Orléans qui visait la 10 en première boule. Ouais, tout à fait, ouais. C'était des bons souvenirs. C'était des bons souvenirs. Et donc, pour finir, la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous, pas la semaine prochaine, dans 15 jours, le 15 avril. Donc là, on verra les ajustements tactiques. Donc là, ça va être passionnant parce que là, on va pouvoir voir justement la visée, les trajectoires et vous donner en fait des solutions pour vous faciliter la réussite de vos lancers. Ouais, donc, comment on s'adapte à l'évolution des conditions de jeu, quoi, en général. ouais, Ça sera tout à plus fait, une ouais. généralité, hein. Il y a toujours des cas particuliers, mais Tout à fait. Je vais vous envoyer un. Et puis toujours, alors attendez, avant de vous faire cette petite remarque, toujours, vous pouvez aller voir en replay. Maintenant, vous avez l'habitude. Nos adresses mail et toujours le site aggbowlinganalyse.fr où vous trouvez toujours des articles très riches, très intéressants. il y en a Je pas vais, mal pour la visée d'ailleurs. ouais, ouais. Je vais envoyer un petit questionnaire parce que je vais certainement inviter une personne si elle accepte sur tout ce qui concerne la gestion des émotions, la gestion du stress et autres. Et donc, je vais vous envoyer un petit questionnaire sur la page Facebook du groupe formation pour voir quelles seraient les thématiques qui pourraient vous intéresser sur le plan psychologique. Voilà, on a le document, mais là, on aura une spécialiste. Je vais essayer de faire qu'elle arrive. C'est quelqu'un qui travaille au Canada et qui est experte en la matière parce qu'elle forme des coachs et donc elle est spécialisée dans la préparation psychologique. Donc, si vous avez des questions, je vous enverrai un petit questionnaire. N'hésitez pas à m'envoyer par mail ou directement en message sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà. Bon, merci GG. Maintenant, tu vas pouvoir peut-être aller prendre l'apéro, à moins que ce soit encore interdit pour toi. Et puis dans 15 jours, j'espère que j'aurai pu mon bandage. Ça, ça, ça devrait aller. Ça devrait aller. Merci à vous toutes, à vous tous pour votre participation. On vous donne rendez-vous le 15 avril. Donc là, ça va être passionnant parce qu'on va voir les ajustements tactiques. On a déjà vu, mais on va en reparler parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Merci JP encore une fois pour ce bel article que tu nous as fait et cette belle surprise. Merci Aïda, que je remercie encore une fois pour le flyer. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, vous inquiétez pas, on sera revenu du Qatar. Pas de souci. Tout bronzé et tout vacciné.
Ah oui, parce qu'on n'a pas le droit de boire d'alcool là-bas, donc c'est pas drôle, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci, merci à toutes et à tous. Je vous laisse. J'ai une petite vision, une petite visio à la suite avec les collectifs jeunes. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut GG. À bientôt. Ciao, ciao.